Quand le lieutenant-colonel Peter Norman Nissen traversa au début de 1916 les chantiers détrempés près de Pays, il ne pensait pas à l'histoire de l'architecture. Il regardait des soldats britanniques mourir d'hypothermie en attendant un abri digne de ce nom. Le front occidental avait mis à genoux les méthodes de construction traditionnelles. Le bois manquait, les charpentiers qualifiés étaient dans les tranchées et chaque structure devait résister aux bombardements. Nissen, ingénieur des mines canadiens au sein des Royal Engineers, avait passé des mois à observer des plaques de tôle ondulées abandonnées près des dépôts parce que personne ne savait quoi en faire. Ces panneaux métalliques courbes prévus à l'origine pour la couverture s'empilaient pendant que des hommes grelottaient dans des tentes en toile qui s'effondraient sous la neige. Le génie de la solution de Nissen ne tenait pas à la complexité, mais à une simplicité brutale. Il prit ces tôles ondulées et les courba en demi-cylindre, créant une structure qui ne nécessitait aucun support interne et pouvait être montée directement sur le sol. En mars 1916, il assembla le premier prototype à Ypres, en n'utilisant que des outils standards et une équipe de 6 soldats qui n'avaient jamais rien construit auparavant. La structure fut levée en moins de 4 heures. Lorsque Nissen présenta son projet au commandement de l'armée britannique, il fit une promesse qui changea tout n'importe quel fantassin muni d'instructions de base pouvait l'ériger en 3 jours, et les matériaux tenaient sur un seul camion. L'armée britannique testa immédiatement le concept à Richborough Port, où la 172e compagnie de sapeurs-mineurs monta 20 baraquements en avril 1916. Chaque abri mesurait 16 hectares de large et utilisait environ 600 square ft de tôle ondulée. Le dessin courbe faisait ruisseler la pluie et les éclats au lieu de les laisser percer, et l'absence de murs verticaux supprimait les points faibles où les obus pouvaient s'accrocher et déchirer. En juin 1916, les baraquements Nissen apparaissaient dans tous les secteurs britanniques du front occidental. Le War Office passa sa première commande massive, en août 10 000 unités à fabriquer et expédier avant l'hiver. Ce qui rendait la Nissen Hut révolutionnaire n'était pas seulement la vitesse, c'était l'élimination de la main-d'œuvre qualifiée de l'équation. La construction militaire traditionnelle exigeait charpentiers maçons et ingénieurs. Le dessin de Nissen ne nécessitait rien de tout cela. Les tôles ondulées arrivaient pré-percées, avec des trous espacés exactement de 14 nains. Les parois de pignons en bois arrivaient sous forme de panneaux préfabriqués. La fondation était optionnelle. Les équipes pouvaient boulonner l'abri directement sur des longrines en bois, ou même sur de la terre damée si nécessaire. Un sergent et 5 hommes de troupe pouvaient décharger les matériaux, implanter la base et rendre la structure étanche avant la nuit. Pendant la bataille de la Hesse à la fin de 1916, des unités de construction érigeaient des abris Nissen à portée de l'artillerie, offrant un refuge immédiat aux blessés évacués des premières lignes. Les dimensions de l'abri avaient été calculées pour une efficacité maximale. La largeur de 16 ft permettait 2 rangées de couchettes séparées par une allée centrale, logeant confortablement 30 hommes, voire 50 en cas d'urgence. Le toit courbe, culminant à environ 15 FSA, offrait assez de hauteur pour que l'on puisse se tenir debout dans l'essentiel de l'intérieur. La ventilation provenait de panneaux réglables à chaque extrémité, et les vides d'air naturel de la tôle ondulée empêchèrent la condensation qui ravageait les tentes de toile. À l'armistice de novembre 1918, les forces britanniques avaient déployé plus de 100 000 baraquements Nissen à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Ils servaient dans les casernes d'hôpitaux de dépôt et de postes de commandement, partout où l'armée avait besoin d'une infrastructure instantanée. La documentation de conception que Nissen soumit au War Office en avril 1916 explique pourquoi son abri surpassait toutes les alternatives. Les structures militaires traditionnelles reposaient sur des ossatures verticales, poteaux, poutres fermes à couper, ajustés et assemblés avec précision.
Nissen élimina entièrement la notion d'ossature. Ces tôles ondulées courbes étaient autoportantes, ce qui signifiait que mur et toit ne faisaient qu'un seul et même composant. En boulonnant une tôle à la suivante, on n'ajoutait pas seulement de la couverture. On créait de l'intégrité structurelle. Chaque tronçon de 16 FT chevauchait le précédent de 3 in, et les boulons traversaient 3 couches de métal formant une coque continue qui redistribuait poids et contraintes sur toute la surface. La séquence de montage était volontairement infaillible. Étape 1, poser des lisses de base en bois en formant un rectangle. Étape 2, boulonner des nervures verticales en bois sur ces lisses à intervalles de 7 FT. Étape 3, fixer la première tôle ondulée sur les nervures et la boulonner à la base. Étape 4, ajouter la tôle suivante en la recouvrant et en la boulonnant à la première. Répéter jusqu'à fermer le demi-cylindre. Étape 5, installer les parois d'extrémité en bois, livrées avec porte et encadrement de fenêtres préposées. Le temps total d'assemblage avec une équipe expérimentée était de 72 heures, avec des troupes totalement inexpérimentées de 4 à 5 jours. L'armée britannique testa ce processus à plusieurs reprises dans les camps d'instruction de Douvres et de Southampton durant l'été 1916, chronométrant différentes unités afin d'établir des calendriers de déploiement fiables. Ce qui distinguait la Nissen-Hut des imitations ultérieures, c'était sa relation directe avec les matériaux disponibles. Nissen avait conçu son abri à partir de ce que la Grande-Bretagne pouvait réellement produire dans les conditions de guerre. Les tôles ondulées étaient de calibre 26, assez épaisses pour résister aux dommages, mais assez légères pour qu'elles puissent être portées par 3 hommes sans assistance mécanique. Le rayon de courbure avait été calculé avec une précision telle que les rouleuses métalliques, standard des usines britanniques, pouvaient former les tôles sans modification d'outillage. Chaque boulon avait un diamètre de 7/16 de pouce, soit la même taille que ceux utilisés dans la construction navale, ce qui signifiait que les chaînes d'approvisionnement n'avaient pas besoin d'un stock spécial. Les composants en bois, parois d'extrémité, platelage de base et nervures intérieures provenaient de n'importe quel bois disponible. Les spécifications de Nissen autorisaient le pin-le-chêne, voire le bois récupéré sur des bâtiments endommagés. Cette adaptabilité sur le terrain rendait le système presque universel. En Mésopotamie, en 1917, les forces britanniques construisirent des baraquements Nissen sans parois d'extrémité en bois en utilisant à la place des briques récupérées dans les villages en ruine. En Égypte, les unités du génie installèrent les bases directement sur le sable et remplacèrent le bois scié par des poteaux intérieurs, taillés dans des palmiers locaux. Le principe fondamental demeurait ces tôles ondulées courbes, formaient une coque étanche, quel que fût le reste de la structure. Une unité canadienne à la crête de Vimy, en mars 1917, érigea un abri Nissen, sous bombardement actif, travaillant par équipe de 30 minutes entre 2 barrages d'artillerie. La structure fut opérationnelle en 18 heures, abritant aussitôt 40 blessés évacués de l'assaut. L'avantage de vitesse apparaissait surtout dans la logistique. Un seul wagon plat de chemin de fer pouvait transporter les matériaux nécessaires à 8 baraquements complets. 48 tôles ondulaient les éléments en bois et la quincaillerie. Dans les camps militaires en France, les équipes de construction maintinrent un rythme record tout au long de 1917, un abri achevé, toutes les 6 heures, grâce à un système de rotation. En octobre 1917, le camp avait grandi jusqu'à accueillir 100 000 soldats, presque tous logés dans des structures Nissen. La section hospitalière, à elle seule, comptait 300 abris, offrant 12 000 lits. Lorsque l'offensive allemande du printemps 1918 fit soudain affluer 20 000 blessés supplémentaires, les équipes montèrent 70 nouveaux baraquements hospitaliers en 11 jours.
La marine des États-Unis envoya sa première mission d'évaluation technique en Grande-Bretagne en septembre 1940, 15 mois avant Pearl Harbor. Le commandant George F. Dorit, affecté au Bureau of Yards and Docks à Washington, avait reçu pour ordre explicite d'étudier les méthodes britanniques de construction temporaire et de déterminer si elles pouvaient les soutenir l'expansion militaire américaine. Dorat passa 6 semaines à inspecter des bases de la RAF des camps de l'armée et des installations de la Royal Navy à travers l'Angleterre et l'Écosse. Son rapport classifié, déposé en novembre 1940, consacrait 18 pages à la Nissenhütte. Il y décrivait les temps d'assemblage, les spécifications des matériaux et recueillait les témoignages d'officiers du génie britannique, l'ayant utilisé depuis 1916. Sa conclusion était sans équivoque. La Nissenhütte était la structure de campagne la plus rapide jamais conçue, mais les forces américaines auraient besoin de modifications. Ces modifications commencèrent immédiatement après Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Le corps du génie civil de la marine choisit la base aéronavale de Quonset Point dans le Rhode Island comme site de développement, car elle disposait de chantiers actifs et d'un accès ferroviaire direct pour l'expédition des prototypes. Le commandant John Barney Cyrus dirigea l'équipe de conception en s'appuyant sur les spécifications rapportées par Dorat depuis la Grande-Bretagne, ainsi que sur les plans originaux de la Nissenhütte fournis par le gouvernement britannique dans le cadre du programme de prêt-bail. Le premier prototype américain apparut en février 1942. Il ressemblait extérieurement au modèle Nissan, mais comportait des différences fondamentales qui allaient influencer toutes les unités construites par la suite. Les ingénieurs américains modifièrent la logique structurelle, là où Nissan utilisait des tôles ondulées, autoportantes, boulonnées directement entre elles. Le modèle Quonset introduisit une charpente interne en acier. Cette ossature était composée d'arcs en acier courbés, autrement dit, de nervures formées à partir de profilés métalliques qui se tenaient indépendamment et soutenaient les panneaux ondulés. Les panneaux ne portaient plus la charge structurelle. Ils n'étaient plus que des revêtements fixés au cadre, à l'aide de vis auto-taraudeuses, plutôt que de boulons traversants. Cyrus affirmait que cette approche permettrait d'obtenir des bâtiments plus solides, capables de supporter des charges d'équipement plus lourdes et offrant de meilleurs points d'ancrage pour les systèmes électriques et de plomberie. Il avait raison sur ces 2 points, mais il avait introduit une complexité que Nissan avait délibérément évitée. L'exigence d'une ossature signifiait que les baraquements Quonset arrivaient sur les sites de déploiement, avec un plus grand nombre de composants, et donc davantage d'étapes d'assemblage. Un Quonset standard de 40 pieds nécessitait 14 arcs de charpente en acier, pesant chacun environ 90 livres, positionnés à intervalles précis et boulonnés sur des plaques de fondation. Ce n'est qu'une fois l'ossature complète que les équipes pouvaient fixer les panneaux de tôle ondulés. Les baraquements Nissan, eux, commençaient par les panneaux eux-mêmes et se construisaient vers l'extérieur. Cette différence philosophique, structure d'abord contre panneau d'abord, ajoutait entre 12 et 18 heures, au temps de construction, selon les tests réalisés à Quonset Point en mars 1942. Les responsables de la marine acceptèrent ce compromis parce qu'ils privilégiaient la permanence du bâtiment à la rapidité du déploiement. La doctrine américaine de planification partait du principe que la plupart des bases seraient occupées pendant des années, non des semaines. Le Quonset incorporait également des caractéristiques absentes du modèle Nissan. L'isolation intérieure devint standard des couvertures de fibres de verre, prises en sandwich entre les panneaux d'acier et le lambris intérieur en contreplaqué. Les conduits électriques étaient intégrés dans la charpente lors du montage au lieu d'être fixés en surface après coup. Des planchers en bois remplaçaient la terre tassée ou les caillebotis des Nissan. Les fenêtres étaient plus grandes et munies de moustiquaires.
Les portes utilisaient la quincaillerie standard américaine plutôt que les charnières et loquets britanniques. Chaque amélioration se justifiait du point de vue du confort et de la fonctionnalité, mais chacune ajoutait du poids des pièces et du temps d'assemblage. Un ensemble complet de Quonset pesait environ 30% de plus qu'un équivalent Nissan, nécessitant davantage de camions ou de wagons pour le transport. En mai 1942, la marine avait normalisé 3 largeurs de Quonset, 20, 40 et 50 pieds. Les contrats de production furent attribués à la George A. Fuller Company et à la Strand Steel Corporation, toutes deux expérimentées dans la construction métallique préfabriquée. Les premières unités produites en série furent expédiées vers des stations navales en juin 1942. La charpente en acier qui définissait le Quonset créa une dépendance aux pièces détachées que la Nissan n'avait jamais connue. Chaque nervure arquée arrivait comme une pièce d'acier profilée préformée, courbée, selon le rayon exact requis pour la taille de baraquement concerné. Si une seule nervure était endommagée pendant le transport tordu, fissuré ou percé de trous mal alignés, la géométrie entière du cadre pouvait être compromise. Les baraquements Nissan toléraient les imperfections parce que les panneaux ondulés se pliaient et s'ajustaient au fur et à mesure que les équipes les boulonnaient ensemble. Les panneaux corrigeaient d'eux-mêmes les petits défauts d'alignement. Les Quonset, eux, exigeaient un alignement parfait des nervures avant la pose des panneaux extérieurs, ce qui obligeait les ouvriers à passer des heures à utiliser niveau fils à plomb et mètre ruban, pour s'assurer que chaque nervure se tenait exactement à 90 degrés de la fondation et respectait l'écartement prévu. Le nombre de boulons illustrait l'augmentation de la complexité. Une Nissan de 16 pieds utilisait environ 200 boulons au total, principalement pour relier les panneaux entre eux et à la base en bois. Un Quonset de 40 pieds en nécessitait plus de 700 boulons. Et visse les 14 nervures arquées, boulonnées aux plaques de fondation, avec 6 boulons, chacune totalisait 84 fixations. Les contreventements transversaux entre nervures en ajoutaient une centaine. Fixer les panneaux ondulés au cadre avec des vis autotaraudeuses demandait 16 vis par panneau, et un Quonset de 40 pieds utilisait environ 30 panneaux. Ensuite, venait le travail intérieur, le contreplaqué vissé sur les nervures, les attaches d'isolation, les supports de boîtes électriques et les solives de plancher boulonnés à la fondation. Chaque fixation supplémentaire représentait une occasion de retard lorsqu'un outil se cassait ou qu'une pièce manquait sur le terrain. Les méthodes de production américaines privilégiaient la standardisation, ce qui paradoxalement réduisait la flexibilité sur le terrain. Les composants des Quonset étaient fabriqués avec des tolérances très strictes dans les usines du pays, garantissant un assemblage parfait en conditions contrôlées. Mais les zones de combat n'étaient pas des environnements contrôlés. Lorsque le 804e bataillon du génie de l'aviation arriva à Sanderson Field sur Guadalcanal en janvier 1943, il découvrit que l'humidité du Pacifique avait provoqué la corrosion de certaines nervures d'acier autour des trous de boulons durant la traversée. Ces nervures ne pouvaient ni être modifiées, ni remplacées par des matériaux locaux, car toute la structure dépendait de ces arcs précisément formés. Les ingénieurs durent attendre 3 semaines que des nervures de remplacement arrivent de Pearl Harbor pendant que les troupes dormaient sous des tentes. Le système d'isolation, bien qu'offrant un confort supérieur, devint un goulet d'étranglement pour la construction. Les spécifications du Quonset exigeaient que des nappes de fibres de verre soient installées entre la tôle ondulée extérieure et le revêtement intérieur en contreplaqué. Cela imposait 3 étapes de travail. D'abord, ériger l'ossature, ensuite, fixer les panneaux extérieurs, puis revenir à l'intérieur pour poser l'isolation et les parois internes. Les baraquements Nissan, eux, se montaient en une seule étape, une fois les panneaux de tôle posés. La structure était complète et habitable.
Les améliorations intérieures pouvaient en venir plus tard, si le temps et les matériaux le permettaient. Au camp Endicott de la marine à Davisville, Rhode Island, où les bataillons du génie naval s'entraînaient en 1943, les instructeurs chronométrèrent les deux systèmes. Une équipe expérimentée pouvait achever un abri de type Nissen en 48 heures. La même équipe avait besoin de 96 heures pour un Quonset comparable avec isolation complète et finition intérieure. L'intégration électrique ajoutait une autre couche de planification préalable qui ralentissait le déploiement sur le terrain. Les Quonset étaient conçus avec des conduits intégrés à la charpente, ce qui obligeait les électriciens à travailler simultanément avec les équipes de montage plutôt qu'après la fin de la structure. Dans les bases aéronavales, dotées de nombreux électriciens, cette construction parallèle fonctionnait efficacement. Mais dans les zones de combat avancées, où le personnel qualifié manquait la présence d'électriciens sur le chantier, pendant que les équipes fixaient encore les nervures, engendraient des conflits de calendrier. Le 6e bataillon du génie naval dans les îles Salomon rapporta en avril 1943 que les exigences électriques retardaient en moyenne l'achèvement des Quonset de 2 jours complets, les électriciens qualifiés devant se relayer entre plusieurs sites. Le plancher représentait sans doute la perte de temps la plus importante. Les Nissen n'avaient ni pas de plancher intégré, les soldats y installèrent des caillebotis de bois ou coulèrent du béton, une fois la structure montée. Les spécifications du Quonset, elles imposaient des solives, traitées sous pression, un sous-plancher en contreplaqué et un parquet en bois fini, le tout posé dès la construction initiale. Cela gardait l'intérieur propre et confortable, mais ajoutait une phase entière de menuiserie. Lorsque la force expéditionnaire du général George Patton débarqua près de Casablanca le 8 novembre 1942, ses officiers d'approvisionnement avaient reçu l'ordre de construire immédiatement un camp pour soutenir 35 000 hommes. Le plan d'invasion prévoyait des emplacements pour des Quonset expédiés depuis la Virginie. Mais les conditions de combat forcèrent les commandants sur le terrain à improviser des solutions que la marine n'avait pas testées à Quonset Point. Le lieutenant-colonel Paul Thompson, commandant le 16e bataillon du génie, observa ses équipes lutter avec la charpente d'acier dans un sable incapable de maintenir les boulons d'ancrage. Les plaques de fondation conçues pour un sol ferme ou une dalle de béton se tordaient lors du serrage, car le sable côtier marocain se comprimait de manière inégale. Dans son rapport d'après-action déposé en décembre 1942, Thompson nota que ses équipes mettaient 4 jours pour ériger un Quonset, la plupart du temps étant perdus à stabiliser les fondations et à caler les nervures de la charpente pour compenser les affaissements irréguliers. Les forces britanniques, opérant dans le même théâtre nord-africain, déployaient simultanément des Nissen envoyés d'Alexandrie. L'équipe spécialisée 512 des Royal Engineers installa un hôpital de campagne près d'Alger à partir du 12 novembre 1942. En travaillant avec des ouvriers algériens parlant à peine anglais, l'équipe acheva 16 Nissen en 9 jours. Leur technique éliminait entièrement les fondations. Ils posaient des traverses de chemin de fer directement sur le sable nivelé, boulonnaient les panneaux de tôle ondulés à ces traverses et stabilisaient le tout avec des bermes de sable empilées contre la base extérieure. Lorsque des tempêtes de vent frappèrent de fin novembre plusieurs Quonset encore en construction, s'effondrèrent parce que leurs charpentes n'étaient pas encore recouvertes de panneaux. Les structures Nissen, déjà complètes avec leurs coques autoportantes, restèrent debout. Le théâtre du Pacifique révéla des différences encore plus marquées, notamment sur l'île de Guadalcanal. La première division de Marines commença à recevoir des Quonset en février 1943 après des mois de combat dans des camps de tentes boueux. Le sergent d'artillerie Robert Leakey, dont les mémoires relatent la campagne, décrivit les ouvriers travaillant sous une chaleur de 100 degrés, avec 80% d'humidité.
Les éléments de charpente en acier devenaient brûlants au toucher dès la fin de la matinée. Les équipes devaient donc réduire leurs horaires travaillant de l'aube à 10 heures, puis du soir jusqu'à la nuit, transformant les estimations de 5 jours de montage en réalité de 2 semaines. Pendant ce temps, les forces australiennes soutenant les opérations depuis Port Moresby utilisaient des abris de type Nissan, fabriqués à Sydney. Les archives de production de guerre australienne montrent que ces versions simplifiées éliminaient même les parois d'extrémité en bois, utilisant de la tôle ondulée sur toute la surface, et que les équipes de montage rapportaient un temps moyen d'assemblage de 36 heures. Le facteur temps devint crucial lors des expansions rapides de base. Lorsque l'amiral Chester Nimitz ordonna en mars 1943 l'aménagement de l'atoll de Fafuti dans les îles Ellice, les planificateurs de la marine eurent besoin de logements pour 5000 hommes en 60 jours. Le 2e bataillon de construction navale arriva avec à la fois du matériel Quonset et plusieurs baraquements Nissan britanniques, obtenus par les canaux d'approvisionnement du Commonwealth. Le commandant du bataillon, le lieutenant-commandant Joseph Blondon, divisa ses équipes pour tester les 2 systèmes dans des conditions identiques sur sol corallien. Son rapport officiel de mai 1943 donna des chiffres précis. Les baraquements Nissan nécessitaient en moyenne 54 heures entre la pose du premier madrier de fondation et l'achèvement complet de la structure. Les Quonset demandaient 91 heures, l'écart provenant surtout de l'alignement de la charpente et des finitions intérieures. Cette différence de vitesse devint cruciale lors des expansions d'urgence. Après la bataille de Midway en juin 1942, la marine eut besoin de lits d'hôpital supplémentaires à Pearl Harbor pour accueillir les blessés. L'hôpital existant ne pouvait absorber l'afflux, si bien que les bataillons du génie construisirent des pavillons temporaires à côté du bâtiment principal. Utiliser des Quonset avec leur fondation charpente et installation intérieure aurait nécessité 2 semaines de travaux. Les équipes adoptèrent donc une approche hybride des coques, de type Nissan en tôle ondulée, montées en 3 jours, puis équipées ensuite de matériel médical à l'intérieur. Ces pavillons d'urgence restèrent en service jusqu'en 1944, abritant plus de 2000 patients pendant leur période d'utilisation. La résistance aux intempéries révéla des compromis inattendus. L'isolation des Quonset maintenait un bon confort thermique, par chaleur comme par froid extrême, mais la complexité de la paroi créait des poches d'humidité. Dans les îles Aléoutiennes, en 1943, où brouillard et pluie étaient constants, les Quonset isolés accumulèrent de la condensation entre l'acier extérieur et le contreplaqué intérieur, entraînant rouille et moisissure. Les Nissan, avec leurs parois simples et leur ventilation naturelle par les interstices de la tôle ondulée, restèrent plus secs, bien que moins confortables. La puissance industrielle américaine transforma le Quonset en un phénomène de production de masse que le Nissan artisanal n'aurait jamais pu égaler. En juillet 1943, l'usine de la Strand Steel Corporation à Richmond, Indiana, produisait 200 ensembles complets de Quonset par jour, expédiés vers les 2 côtes pour les déploiements du Pacifique et de l'Europe. L'usine de la George A. Fuller Company en Pennsylvanie ajoutait 150 unités supplémentaires chaque jour. Ce volume dépassant les 100 000 baraquements par an exigeait une standardisation si rigide que chaque composant devait être interchangeable entre toutes les unités. Une nervure d'acier fabriquée en janvier 1943 devait s'ajuster parfaitement avec les panneaux et la visserie produits en août 1944. Les usines américaines atteignirent cette précision grâce au formage à la presse et à la production sur gabarit, une méthode industrielle que l'approche semi-artisanale britannique du Nissan n'avait jamais envisagée. La philosophie de standardisation allait au-delà des seules dimensions physiques. Les Quonset existaient exactement en 3 largeurs,
20, 40 et 50 pieds, avec des longueurs croissant par tranche de 10 pieds. Cette conception modulaire permettait aux officiers logistiques de calculer les besoins d'expédition avec une précision mathématique. Un wagon plat standard de 40 pieds transportait un ensemble complet de 40 carles-vent. Les navires de transport réservèrent leur espace de cargaison en unités Quonset et les dépôts de ravitaillement stockèrent des pièces de rechange, en sachant qu'une nervure de 20 pieds convenait à n'importe quel baraquement de 20 pieds, peu importait le lieu ou la date de fabrication. Ce système éliminait l'improvisation qui rendait les Nissen si adaptables, mais aussi si inégaux. Les calculs de coûts montrèrent clairement où les priorités de l'ingénierie américaine divergeaient du pragmatisme britannique. En 1943, un Quonset complet de 40 par 20 pieds coûtait à la marine environ 850 $, incluant matériaux, visserie, isolation, composants électriques et planchers. Un baraquement Nissen, comparable d'après les archives de production britanniques de 1918, revenait à environ 230 $ valeur ajustée à 1943. Le confort supérieur et les systèmes électriques du Quonset justifiaient dans la doctrine d'approvisionnement américaine cette différence de prix. Mais cette hausse de 300% devenait significative lorsqu'on la multipliait par des milliers d'unités. Au total, la production américaine de Quonset coûta plus de 140 millions de $ à la fin de la guerre. Les chiffres de production eux-mêmes racontaient deux histoires concurrentes du succès. Les États-Unis fabriquèrent environ 170 000 baraquements, Quonset, entre 1941 et 1946, soit une moyenne annuelle de 34 000 unités. La Grande-Bretagne, avec une infrastructure industrielle bien moindre, en avait produit près de 100 000 de type Nissen durant la seule Première Guerre mondiale entre 1916 et 1918, soit 50 000 par an. La différence ne venait pas de la capacité industrielle, mais de la complexité du design. Les Nissen nécessitaient simplement des tôles ondulées, de la visserie ordinaire et du bois brut. N'importe quelle tôlerie pouvait en fabriquer les éléments. Les Quonset, eux, demandaient un formage d'acier spécialisé pour les nervures arquées, un découpage à la presse précis pour les trous de fixation des panneaux et une coordination entre les fournisseurs d'isolants, les fabricants de composants électriques et les scieries. Les compromis techniques apparaissaient surtout dans l'adaptabilité. Après leur construction initiale, les Quonset pouvaient être améliorés. Les équipes ajoutaient des cloisons, installaient des systèmes de chauffage, tiraient des circuits électriques supplémentaires et fixaient des équipements lourds sur la charpente d'acier. Ces possibilités les rendaient idéaux pour des installations permanentes, comme les bases d'instruction ou les quartiers généraux de l'arrière. La base aéronavale d'Alameda, en Californie, reçut plus de 400 Quonset en 1943, utilisés comme ateliers-salles de classe et bureaux administratifs. Beaucoup restèrent en service jusqu'à la fermeture de la base en 1997, certains pendant plus de 50 ans. Cette longévité confirma la pertinence de l'approche américaine pour des sites où la permanence comptait davantage que la vitesse d'exécution. Mais la même charpente qui permettait ces améliorations devint un handicap dans un usage temporaire. Lorsque la 43e division d'infanterie quitta Guadalcanal pour New Georgia en juin 1943, elle fut incapable de démonter et transporter ses Quonset. Les nervures d'acier, une fois boulonnées, se séparaient difficilement sans abîmer les filetages. Les panneaux vissés pouvaient être retirés, mais sans charpente, ils devenaient inutilisables. L'infrastructure entière du camp, 42 baraquements, fut abandonnée sur place. Les Nissen, eux, se démontaient presque aussi vite qu'ils s'érigèrent les panneaux boulonnés, se séparaient improprement et pouvaient être réutilisés ailleurs. Les forces britanniques déplaçaient régulièrement leurs camps Nissen, emportant les mêmes structures d'Égypte en Italie, puis en Grèce, au gré de l'avancée des lignes.
La véritable divergence entre les héritages Nissen et Quonset apparut non pas pendant la guerre, mais dans la décennie suivante. À la fin du conflit en août 1945, l'armée américaine se retrouva avec environ 70 000 Quonset excédentaires, disséminés sur des bases intérieures en cours de fermeture. L'administration des biens de guerre chargée de liquider les surplus militaires commença à vendre des Quonset complets aux civils dès 1946, entre 200 et 600 $ selon la taille et l'état. La même année, plus de 15 000 unités furent achetées par des fermiers des petites entreprises et des familles à la recherche d'un logement d'urgence. Les planchers intégrés, l'isolation et l'installation électrique rendaient ces abris immédiatement habitables, comme maisons-ateliers ou entrepôts. Cette adoption civile créa un véritable phénomène architectural américain qui dura plusieurs décennies. Si l'on traverse aujourd'hui les campagnes de l'Iowa, du Kansas ou du Nebraska, on voit encore des Quonset servir de hangars à machines ou de greniers à grains. De petits aéroports du Midwest les utilisèrent comme hangars jusque dans les années 1970. L'Université de l'Illinois abrita ses anciens combattants revenus du front dans un village Quonset de 1946 à 1972. 260 baraquements servant de logements familiaux temporaires devenus semi-permanents, faute de remplacement. Ces structures réussirent dans le monde civil, précisément grâce aux caractéristiques qui avaient ralenti leur déploiement militaire. L'isolation procurait un confort constant. Toute l'année, la charpente robuste supportait étagères palants et modifications, et les intérieurs finis acceptaient plâtre et peinture pour ceux qui souhaitaient une apparence domestique. La Grande-Bretagne prit la voie inverse avec les Nissen après 1945. L'armée voulut s'en débarrasser car ils symbolisaient l'austérité de la guerre. Des milliers furent démontés, les tôles ondulées, revendues comme ferraille durant la pénurie d'acier d'après-guerre. Certains trouvèrent un usage civil. Des fermes du Yorkshire ou d'Écosse les transformèrent en bergeries ou hangars. Mais le gouvernement britannique découragea activement leur conservation, cherchant à détacher l'identité nationale de cette architecture temporaire de guerre. Vers 1955, la plupart des Nissen avaient disparu du Royaume-Uni, sauf dans quelques terrains militaires isolés ou exploitations agricoles où le pragmatisme l'emportait sur l'esthétique. Les rares exemplaires survivants aujourd'hui sont soit préservés comme artefacts historiques, soit cachés sur des propriétés privées dont les propriétaires apprécient tout davantage leur étanchéité que leur apparence. Le monde architectural accueillit les deux modèles avec un mépris révélateur de préjugés de classe à l'égard des constructions temporaires. Les revues d'architecture américaines des années 1950 mentionnaient rarement les Quonset, sinon pour les condamner comme une souillure visuelle du paysage. Frank Lloyd Wright aurait qualifié ces constructions de abris, à cochons en métal, impropres à l'habitation humaine. Les architectes britanniques furent encore plus sévères envers les baraquements Nissen. Une publication de 1948 du Royal Institute of British Architects les décrivit comme des embarras ondulés qu'il fallait éliminer du paysage dès que possible pour des raisons économiques autant qu'esthétiques. Cette hostilité professionnelle ignorait pourtant une réalité pratique. Les deux modèles avaient hébergé efficacement et à faible coût des millions de personnes à une époque où aucune alternative n'existait. Les nations du Commonwealth développèrent leurs propres variantes, revenant souvent au principe de Nissen. La reconstruction d'après-guerre en Australie inclut des abris à toit courbe simplifiés qui éliminaient la complexité de la charpente américaine. Ces structures, utilisées pour loger des immigrés et bâtir des infrastructures dans des zones reculées jusque dans les années 1960, privilégiaient la rapidité et le coût plutôt que le confort.
Le ministère canadien de la Défense nationale continua de fabriquer des abris de type Nissen pour les bases du Nord, où le froid extrême rendait les Quonset isolés peu pratiques. Leur construction métallique à simple paroi empêchait la formation catastrophique de barrages de glace qui endommageaient les toits Quonset lorsque la charge de neige dépassait les limites de conception. L'armée finit par dépasser ces deux modèles. À l'époque de la guerre du Vietnam, les États-Unis avaient en développé des logements modulaires, en conteneurs transportables par hélicoptère et assemblables encore plus vite que les Nissen. Ces systèmes utilisèrent des cadres en aluminium et des parois en tissu, pesant une fraction de la structure en acier. Les opérations militaires modernes utilisent désormais des abris conteneurisés, extensibles, déployables en quelques heures. Mais ces solutions ultramodernes coûtent infiniment plus cher. Un abri militaire contemporain revient à environ 50 000 $, contre 850 pour un Quonset en 1943. Corrigé de l'inflation, cela représente un coût environ 6 fois supérieur par pied carré pour une fonctionnalité équivalente. La leçon fondamentale de l'histoire Nissen contre Quonset est que la logistique militaire ne profite pas toujours des améliorations techniques. Peter Nissen créa son abri en posant une seule question. Quel est le strict minimum nécessaire pour garder les soldats au sec et en vie? Sa réponse, du métal ondulé courbé et boulonné, rejetait tous les principes classiques de la construction, ni fondation, ni ossature, ni main-d'œuvre, qualifiée seulement des tôles et des boulons. Cette simplicité implacable permettait à un sergent et 5 fantassins épuisés de bâtir un abri en 72 heures sous le feu de l'artillerie. Les ingénieurs américains qui conçurent le Quonset posèrent une autre question. Comment rendre cela plus confortable et plus durable? Leur réponse donna une architecture objectivement meilleure, mais un abri d'urgence pratiquement moins efficace. Cette tension entre l'optimal et le suffisant traverse toute l'histoire militaire. Le fusil M1 Garand surpassait le Springfield à verrou sur tous les plans, mais il était aussi plus lourd, plus complexe et demandait plus d'entretien. Les chars Sherman étaient des mécaniquement fiables, mais moins blindés que les Panthers allemands. Les forces américaines gagnèrent la guerre, non pas avec du matériel parfait, mais avec du matériel adéquat, déployé en quantité écrasante. Le Quonset suivit ce schéma meilleur abri que le Nissen, mais moins rapide à construire, et sur le champ de bataille, les armées avaient davantage besoin d'un abri vite monté que d'un abri perfectionné. Lorsque la première division de Marines combattait dans la boue de Guadalcanal, fin 1942, disposer d'une structure étanche en 3 jours aurait compté bien plus qu'un bâtiment isolé et électrifié en 10. La doctrine militaire moderne a en grande partie oublié le calcul entre vitesse et qualité que la Seconde Guerre mondiale imposait sans cesse. Les normes actuelles de construction de l'armée américaine supposent que l'infrastructure est en place avant le déploiement massif des troupes, que les lignes d'approvisionnement sont sécurisées et que les travaux peuvent s'effectuer sans interférence ennemie. Ces hypothèses furent vraies en Irak et en Afghanistan, où les forces américaines contrôlaient l'espace aérien et disposaient de plusieurs mois pour édifier des bases avancées. Mais elles ne tiendraient sans doute pas dans un conflit entre puissances où les lignes logistiques contestées et les changements de position rapides rappelleraient bien davantage les conditions de la Seconde Guerre mondiale que celles des opérations de contre-insurrection récentes. Le corps des Marines reconnut ce manque en 2019 lorsqu'il réintroduisit le concept de Expeditionary Advanced Base Operations, redécouvrant en substance la leçon selon laquelle la rapidité de déploiement importe davantage que le confort des installations. Cette différence de philosophie d'ingénierie dépasse largement le domaine militaire. La construction moderne partout privilégie la complexité à la simplicité. Les codes du bâtiment imposent des systèmes électriques,
des normes d'isolation, des spécifications de fondation et des dizaines d'autres exigences qui rendent les structures meilleures, mais plus lentes et plus coûteuses à édifier. Cela a parfaitement du sens pour les bâtiments permanents, mais pose des problèmes en situation d'urgence. Après l'ouragan Katrina, en 2005, la FEMA eut besoin de logements immédiats pour des milliers de familles déplacées. Les habitations temporaires, qu'elle fournit de petites maisons préfabriquées, nécessitaient des fondations en béton, des raccordements aux services publics et plusieurs semaines d'installation pour chaque unité. Des structures de type Nissen auraient pu être montées en quelques jours, en utilisant uniquement les infrastructures existantes de la zone sinistrée, offrant un abri immédiat pendant que la reconstruction permanente se mettait en place. Les 170 000 Quonset produits par l'Amérique représentaient un véritable exploit industriel et abritèrent des millions de militaires dans tous les théâtres d'opération. Ils remplirent parfaitement leur rôle d'infrastructure semi-permanente de base, mais ils ne pouvaient rivaliser avec ce que 6 soldats britanniques accomplirent en 1916, construire un abri étanche en 3 jours, avec pour seul outil des instruments manuels et leur détermination. Cette capacité, cette rapidité, cette simplicité brutale, voilà la véritable innovation. Le Quonset avait amélioré tous les aspects du Nissen, sauf le seul qui comptait vraiment en combat, sortir les soldats de la boue et les mettre à l'abri avant que le bombardement suivant ne commence. Les baraquements métalliques, à toit courbe encore debout, disséminés à travers les fermes et anciens sites militaires, sont des monuments à 2 philosophies différentes. Les Quonset survivants prouvent que l'ingénierie américaine les avait rendus assez durables pour dépasser leur objectif initial. Les Nissen disparus prouvent que l'ingénierie britannique les avait rendus assez simples pour être construits n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle condition, et abandonnés sans regret lorsque la ligne de front avançait. Les 2 approches ont fonctionné, mais une seule pouvait être mise en œuvre, alors que les obus tombaient encore. Et c'est là toute la différence entre le succès architectural et la nécessité du champ de bataille.